Et notamment comme en novembre 2011, vous êtes retrouvé dans l'obligation de travailler sur un scénario de cauchemar, dites-vous, l'implosion de la zone euro. Alors il se trouve que dans le livre, vous ne dites pas du tout ce que vos conseillers, tous ces experts que vous avez mis au travail ont calculé, ce qu'ils vous ont dit, qui risquait d'arriver en cas d'implosion de la zone euro. Vous ne nous dites pas. C'est resté secret, mais est-ce que vous l'avez transmis à votre successeur au ministère de l'économie et des finances ? Je ne lui ai pas transmis. Le chiffre de l'impact pour l'État français, c'était de l'ordre de 60 milliards. Il est sorti publiquement après. Oui. Et ce qui n'est pas sorti, c'est les risques aussi pour tout le secteur banque-assurance. Donc ça n'est pas sorti, mais c'est toujours d'actualité d'après vous ? Black Swan, je l'évoque, c'était exactement à peu près il y a un an, jour pour jour. Black Swan, signe noir pour le côté imprévu. Voilà, c'était le nom de code d'une réflexion qui était une réflexion, une initiative de ma part comme ministre des Finances, puisque tout ce que nous avions mis en place, nous, c'est les ministres des Finances de l'Europe, sous l'autorité des chefs d'État. Il y avait une grande lassitude sur tous ces sommets à répétition qui étaient qualifiés de la dernière chance. Et c'était entre la fin de la présidence du G20, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, et ce qui est abouti au traité budgétaire qu'on a appelé Sarkozy-Merkel. Ce traité a en quelque sorte créé les conditions d'un sauvetage de l'euro. Et l'autre décision qui m'amène à penser qu'on a un peu de répit sur les attaques concernant l'euro, c'est évidemment la décision du président de la Banque Centrale Européenne, l'Italien Draghi, qui, pour sauver l'Italie au mois de juillet, a pris la décision de répondre à ce que nous demandions depuis de nombreux mois, c'est-à-dire d'être le prêteur en dernier ressort des États et pas uniquement des banques. Alors vous avez parlé de sommet de la dernière chance, vous avez dit sauver l'Italie. C'est tout un langage que l'on entend depuis un certain nombre d'années quand il est question de la crise. C'est le langage de la dramaturgie extrême et Black Swan, comme vous le disiez, c'en était le reflet, évidemment. On va écouter tout de suite François Hollande, le président de la République, lors de la première conférence de presse. Mais il n'est pas le seul à utiliser ce langage de la dramaturgie. Écoutez. Quelle est-elle, cette situation ? Elle est grave. Nous vivons bien plus qu'une crise. Nous vivons un changement du monde. Nous protégeons notre monnaie en aidant la Grèce. Sinon, c'est toute la zone euro qui sera en péril. Jamais le risque d'explosion de l'Europe n'a été aussi grand. Si vendredi nous n'avons pas un accord, il n'y aura pas de seconde chance. La France va-t-elle devenir la nouvelle Grèce ? La question posée par le journal Bild est pour le moins provocatrice, mais elle traduit bien les inquiétudes de l'Allemagne à l'égard de Paris. Les discours alarmistes sur la situation économique de la France se multiplient. Ici à Berlin, l'un des sages que vous évoquiez a déclaré, je cite, « Le problème de la zone euro en ce moment n'est plus la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, mais la France ». Alors cette dramatisation permanente est-elle nécessaire ? Est-ce que c'est une bonne conseillère ? Mais je comprends l'angle philosophique, intellectuel, je comprends le message sur le thème on veut faire peur pour que les bonnes décisions soient prises et que tout le monde, toute la population fasse corps au cours de ses gouvernants. Je veux, sans guillemets, dire que c'est vrai que depuis 5 ans, nous avons une crise mondiale qui a eu 3 répliques. Il y a eu 2 épicentres aux États-Unis. Cette crise, elle vient de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est venue avec un phénomène de spéculation folle, sans aucune régulation, avec un modèle anglo-saxon ultra-libéral, où c'est l'argent pour l'argent. On a poussé les classes moyennes américaines à s'endetter. Et puis, il y a eu une réplique qui s'est appelée Lehman Brothers. L'administration américaine de l'époque a pris la décision de donner un exemple à l'égard de ces banquiers qui ont été sur des modèles très spéculatifs, et ils ont laissé tomber une banque. Les banques étant tellement interconnectées, ça a embrasé le monde. Ça a provoqué une récession mondiale pendant 2 ans. La France a été en récession. Provoqué une récession mondiale, ça n'a pas embrasé le monde. Ça a embrasé le monde économique. Je me permets juste de vous rappeler qu'on a perdu 12 000 milliards de dollars de richesse mondiale en l'espace de quelques mois. C'est pas rien. On peut dire c'est pas grave. On peut dire aussi c'est quand même des faillites d'entreprises, des drames sociaux, des emplois qui disparaissent, des souffrances humaines. Et un troisième épicentre d'une crise qui s'est trouvée en euros, puisque la conséquence des 2 premières répliques a été simple. Puisqu'il y avait un endettement privé trop élevé, les États ont pris sur leurs épaules cet endettement privé, donc a accepté de porter le fardeau. Et comme nos États étaient déjà largement endettés et qu'ils se sont retrouvés en face de cette confiance, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle la Terre était gagée sur l'éternité n'était pas forcément pérenne, eh bien on est passé à la caisse sérieusement. Donc oui, lorsque Nicolas Sarkozy, juste avant la réussite de l'accord Merkel-Sarkozy pour le traité budgétaire, dit c'est le rendez-vous de la dernière chance, la réponse est oui. Et c'est à cette époque
que nous, un certain nombre de ministres des Finances, j'étais pas le seul à imaginer que nous n'arriverons pas à trouver un accord pour effacer une partie de la dette grecque. Et donc, nous n'arriverons pas à faire en sorte que la Grèce reste à l'intérieur de l'euro. Et donc, nous ne parviendrions pas à faire en sorte que la zone euro conserve son unité. Philippe Cobert, vous trouvez pas qu'on dramatise en permanence, en tout cas le langage politique, le langage des économistes aussi, dramatise en permanence? D'abord, bon, je sais que c'est le principe de votre émission, mais je me sens extrêmement modeste. Oui, mais quand vous l'écoutez, donner mon avis là-dessus, je pense que c'est quelque chose de tellement compliqué que non, parce qu'il me semble que c'est pas dramatisé. Il me semble que c'est dramatique quand même ce qui se passe en Grèce, en Espagne, au Portugal, est quand même quelque chose de dramatique au sens. C'est pas dramatisé, c'est dramatique. Donc je vois pas pourquoi ce serait dramatique pour eux et pas pour nous. Moi, j'ai des opinions politiques plutôt à gauche et même à l'extrême gauche, mais j'ai voté oui à l'Europe. J'aurais pas pu voter non, parce que ça représentait, ne serait-ce que symboliquement, que par rapport aux guerres, enfin la tragédie du XXe siècle, etc. Donc j'y comprends rien, mais je sens, je crois qu'il y a une contradiction effroyable et tragique. Il y a entre les intérêts mutuels et opposés entre les classes pauvres, les classes riches. Là, il y a une telle contradiction qu'il y a quelque chose. Non, je crois que c'est plus que dramatique, quelque chose de tragique. Voilà. J'ai demandé à Yves Citon de venir nous rejoindre. Vous êtes l'auteur de Renverser l'insoutenable, un essai sur les pressions que nous subissons, qu'elles soient environnementales, sociales, éthiques, médiatiques ou psychiques. Alors, est-ce que la rhétorique sur la crise fait partie de ces pressions? Oui, les pressions, de toute façon, elles sont là. Comment est-ce qu'on les gère après avec des mots? Moi, je suis un petit prof de lettres, je ne comprends pas non plus exactement ce qu'on fait quand on est ministre de l'économie, mais je regarde un petit peu comment fonctionnent les discours. Et je regarde les lettres du mot crise, comment elles s'assemblent pour faire un mot et comment on assemble des mots autour de ce terme de crise. Et il me semble qu'il y a 4 grands problèmes. Je ne sais pas si on aura le temps de les voir tous, mais qu'il y a 4 grands problèmes autour de l'emploi de ce mot crise. Il est venu au XVIIe, XVIIIe siècle de la médecine. La crise, c'est le moment critique qui fait que le patient, soit il meurt, soit il survit. Et donc c'est un petit moment critique, décisif. Or, moi, je suis né dans les années 60, je me suis réveillé dans les années 70, et depuis les années 70, on nous dit qu'on est dans le tunnel, que c'est la crise. Et donc, si c'est plus un moment critique, mais si ça dure 30 ou 40 ans, ça veut dire que c'est un régime de pouvoir, un régime de domination, qui utilise ce mot crise pour produire des effets de dramatisation, par exemple. Premier problème. Deuxième problème, ce qu'on a dit depuis 30 ou 40 ans, c'est qu'on est dans le tunnel, qu'il faut se serrer les coudes, se serrer la ceinture et qu'on va sortir du tunnel. On voit le bout du tunnel. J'entends encore M. Giscard d'Estaing nous disant qu'il voit le bout du tunnel et qu'on va bientôt sortir du bout du tunnel. Bon. Le problème dans un tunnel, c'est qu'on est obligé d'aller vers la sortie tout droit et les problèmes qui se posent, c'est est-ce qu'on en sort plus vite ou plus lentement? Et c'est exactement ce qu'on se dit. La crise, c'est la récession. Qu'est-ce que c'est que la récession? C'est de la croissance pas assez rapide. Et c'est la politique des pieds, à savoir quand on conduit une voiture, on a les pieds qui décident de freiner ou d'accélérer. Et là, on se dit, il faut accélérer pour sortir du tunnel. Alors que lorsqu'on conduit une voiture et qu'on n'est pas dans un tunnel, eh ben, on peut tourner. Alors moi aussi à gauche, mais on pourrait tourner dans l'autre direction, mais on peut tourner. Et le mot de crise nous empêche de nous demander comment nous orienter dans le monde où on est, en nous disant, il faut aller plus vite pour sortir du tunnel. Deuxième problème. Troisième problème, si vous me laissez encore 30 secondes. Je dis que la crise dans l'emploi au XVIIe siècle, c'était un moment critique. Alors il y a le moment et pas la durée, et puis il y a la critique. Et la crise aujourd'hui, la façon dont on utilise ce mot, c'est justement pour étouffer toute forme de critique. Il faut d'abord qu'on sorte du tunnel, et puis après on verra comment changer de direction, comment penser à l'écologie, comment penser à l'environnement. Là, il faut sauver les emplois. Alors on fait une prime à la casse pour que tout le monde achète plus de voitures. Elles sont un petit peu moins polluantes, donc c'est pas forcément mal, mais n'empêche que c'est quand même des voitures. Ou on construit des nouveaux aéroports à côté de Nantes, parce qu'il faut que ça construise, il faut faire la croissance. Donc la crise, ce mot de crise, alors il y a des réalités dramatiques, comme vous le disiez, que vous avez dû gérer, et je ne sais pas ce que j'aurais fait à votre place. En tant que quelqu'un qui regarde les mots, je me dis, ce mot crise, il fait écran. Il nous raconte un mythe au sens d'une histoire, ça allait bien, on est dans le tunnel, il faut qu'on accélère, et on va en sortir, et ça ira mieux. Or, ça fait 30 ans que ça ne va pas mieux. Au contraire, la crise, c'est l'espèce de catastrophe permanente qui fait qu'on continue à aller tout droit pour, soi-disant, sortir du tunnel, en fait, droit vers l'abîme. Renaud Camus. Si la question est de savoir si on exagère l'importance de la crise... C'était pas la question que je posais, c'était est-ce qu'on a raison de dramatiser en permanence? Oui, enfin, est-ce qu'on dramatiser implique une certaine exagération?
Je crois qu'il n'y a pas d'exagération en valeur absolue, parce que loin de moi de vouloir diminuer la gravité de la crise et l'étendue du malheur et de l'angoisse qu'elle crée. Si on pose la question en termes relatifs, moi, évidemment, au centre de ce qu'est ma réflexion politique, si j'ose dire, la crise ne sert qu'à en dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple. Le fait que l'Europe est en train de changer de peuple, donc de changer de civilisation, ce qui me semble une crise beaucoup plus grave que la crise économique. Les crises économiques, il y en a à peu près 3 par siècle depuis toujours. Elles sont très graves et très sérieuses. Le changement de peuple et le changement de civilisation qu'il implique nécessairement dans l'histoire de la France et de l'Europe, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis 15 siècles. Donc c'est une chose infiniment plus importante. En ce sens, la crise économique me semble relativement, je sais que ça paraît énorme étant donné sa gravité, mais relativement secondaire. Schneck. Oui, alors 2 choses. Pour répondre à Renaud Camus, juste rapidement sur ce changement de civilisation. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Mais j'étais le week-end dernier à Brive. Je voyais des milliers de personnes faire la queue pour lire de la littérature française. Des citoyens de toute origine se précipiter auprès d'écrivains pour leur demander des livres, pour lire de la littérature française. Une curiosité infinie pour cette littérature française. Et je dois dire que de voir ça, ça m'a fait un bien fou. Voilà, cette curiosité, ce besoin de littérature française. Voilà. Et de gens de milieux très différents, d'origines très différentes. Après, sur la dramatisation, le discours des politiques, moi je suis frappée effectivement d'un côté de voir une situation extrêmement grave qui m'inquiète. Je lis les journaux, mais j'ai beaucoup de mal comme écrivain à écouter des émissions politiques. J'ai le sentiment que le discours politique, les mots utilisés par les politiques ne sont pas justes, ne sont pas exacts, ne sont pas sincères. Il y a beaucoup de répétitions. Par exemple, François Baroin parlait de la répétition sur les sommets de la dernière chance. On peut faire un sommet de la dernière chance, pas 10. Au bout d'un moment, il y a une répétition qui devient absurde, qui fait que les mots ne sont plus justes et sincères. Et comme écrivain, ça me frappe que les mots utilisés par les politiques ne soient pas justes et sincères. Comme écrivain, on essaie de trouver les mots les plus justes et les mots les plus sincères. Enfin, la petite différence, c'est que vous commencez un roman, vous trouvez vos personnages, vous construisez le squelette, vous imaginez l'intrigue, ça se termine bien, ça se termine mal, mais vous savez qu'à la page 363, vous mettrez le point final. Nous, on écrit l'histoire et on essaie d'être des acteurs de la construction de cette histoire. Je veux quand même dire qu'il n'y a pas une dramatisation de la part de ces acteurs, que ce soit Sarkozy ou Merkel ou que ce soit Hollande aujourd'hui. Entre parenthèses, Hollande fait un virage à 180 degrés, puisque pendant 3 mois de sa campagne, il a nié le principe de la crise, puisque pour lui, la crise, c'était d'avoir Sarkozy comme président de la République. Aujourd'hui, il revient à un principe de réalité qui est de constater que c'est quand même difficile de gérer la France dans une Europe en plein tourment, et avec quand même une question sur la monnaie. Je suis désolé de le dire, mais pourquoi c'était si grave? Et pourquoi il y avait, c'est vrai, un peu de lassitude sur tous ces sommets, entre guillemets, de la dernière chance? C'est parce qu'une explosion de la monnaie unique avait des conséquences dramatiques. Et tout est fait pour préserver cette monnaie unique. Les conséquences dramatiques, un retour au franc, à la drachme, à la lire ou à la P7, c'est une dévaluation de 30%, donc un appauvrissement du patrimoine de tous les Français de 30%. C'est une inflation à 2 chiffres. Ce sont des faillites d'entreprises en pagaille et c'est un cortège de douleurs sociales et des chômeurs supplémentaires, pas 50 000 par mois. Plusieurs fois 50 000 tous les mois pendant de nombreux mois et une récession de plusieurs années. Donc si on considère que ça n'est pas grave, que ça n'est pas un drame et que ça n'est pas de la responsabilité des politiques d'expliquer la réalité de ce que nous avons à traiter, je pense qu'il faut soit changer de métier, soit changer de lunetier, soit considérer qu'on est proche de la cécité plus que de la myopie politique. Vous savez bien que c'est bien ce que j'ai voulu dire, François Baroin, en posant cette question-là. C'est qu'à partir du moment où la dramatisation est permanente, finalement, elle ne, il y a une banalisation, là, elle ne fait plus peur à personne. C'est là où je dis, est-ce qu'elle est bonne conseillère? Non, mais sauf que... Je peux pas laisser dire à François Baroin que les hommes politiques eux écrivent l'histoire et nous, on se contente de faire des petits livres dans nos coins sans conséquences. Je pense que la société française aujourd'hui... Non, j'ai jamais dit ça, c'est que vous aviez justement ce pouvoir. Non,
Non, que vous aviez ce pouvoir supérieur à nous, qui était de savoir à quel Oui, moment ça, il y a vous pas mal de terminiez mépris. l'histoire, Oui. pas nous. Non, mais puis de toute Donc façon, il vous n'y a êtes pas très que supérieur. des écrivains et des dirigeants politiques dans ce pays. Il y a Oui, aussi c'est- tous ceux qui écoutent la Il faut télévision. La preuve, vous qui avez regardent- même des politiques qui écrivent des bouquins. c'est pour ça que Aussi. ce soir, je Et suis il y a tous les autres, oui, Isabelle ce que je veux Sorand, dire, c'est et qui toute la journée entendent ça. Je suis d'une génération, donc comme beaucoup de mes amis, on est né entre une crise et une marée noire. Et vraiment, quoi, moi, le mot crise, c'était ma première entrée dans le monde adulte, quoi. J'entendais crise, marée noire, je me disais, bon, c'est ça, je suis là, c'est ça. Et ce qu'il faut bien voir, je partage assez l'analyse que le mot crise n'est pas le bon, parce qu'il nous enferme dans justement une gestion de crise et dans une sorte de court-termisme, c'est-à-dire une crise, ça suppose quelque chose qui va passer, qui est bref, et donc on va résoudre ça dans l'urgence. On voit bien, moi depuis que j'existe, que depuis que mon circuit cognitif est en route, on voit bien que résoudre dans l'urgence n'a pas marché, puisque j'entends ce mot depuis à peu près assez longtemps, quoi. Presque 30 Oui, 40 enfin ans, voilà, 73. voilà, 40 ans. Donc je me dis, c'est en fait cet enfermement dans le court terme et dans la gestion de crise, parce que peut-être que plus que jamais, il faudrait regarder la mutation, la chose très profonde qu'il y a en dessous, et que là, on ne peut pas résoudre dans le court terme. Et je lisais récemment une déclaration de Daniel Cohen qui disait qu'on est dans la même situation que les gens de l'Empire romain au IIIe siècle, et que donc ils avaient aussi une crise financière, une crise éthique, et eux le voyaient au fait que leurs maisons étaient plus hautes, les maisons des plus riches étaient plus hautes que les temples. Et la chose ne s'est pas résolue par une gestion de crise. Ça s'est résolu à l'époque par un changement de paradigme total qui était le christianisme. Donc on voit bien que c'est quelque chose de grande ampleur qui est en train de nous secouer. Alors, quelle va être la manière de penser? Parce que c'est aussi évident qu'il y a une lassitude de se penser comme des homo economicus. En fait, le choc qu'on se prend dans la gueule, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on n'est pas en train, que maximiser le profit ne fait pas le bonheur. Et ça, quelle que soit notre couleur, on est tous en train de se dire, eh ben non, ça ne marche pas. Donc le truc des utilitaristes du XVIIIe siècle, de dire, voilà, tu fais tes additions, et si tu es du côté du plus, mon petit chou, ça te passera bien, on voit que ça foire. Et ça, c'est dur en réalité, c'est très dur. Et par quel paradigme, par quelle référence on le remplace, c'est la chose qu'on a tous à penser. Sur les soignants? Oui, non, c'est vrai qu'on parlait de banalisation de ce mot crise, en fait. Et c'est vrai que, du coup, c'est pas que ça fait pas peur aux gens, c'est qu'au contraire, je pense que ça leur fait peur. Je pense que ça change le comportement des gens, leur façon d'être. Et que c'est ça qui est vraiment dommage. C'est-à-dire que les gens ont toujours peur de tout, ils veulent pas vraiment profiter des choses. Et c'est ça qui est embêtant, en fait, dans ce mot crise. Et surtout, ça appelle à réagir uniquement en homme économique. C'est-à-dire qu'on a une palette humaine dans l'esprit qui est très vaste. Et quand on dit réagir à la crise en temps de crise, c'est comme si on nous demandait de faire des additions. Alors ça, là, ça suffira pas. Voilà. Oui, moi qui suis humoriste, je le vois bien en fait. Je le vois on sent que. Enfin, moi, c'est pareil, depuis que je suis née, c'est la crise en fait. Donc, et puis moi, de toute façon, chez moi, c'est la crise. Dans ma famille, ça a toujours été la crise. On a une famille discount en fait. On n'a jamais eu d'argent. Et en fait, moi, j'ai toujours tourné ça en humour. Donc, je suis devenue humoriste, certes, mais je pense que les gens, du coup, ne rigolent plus. Même, ils sont pas heureux du tout. Je le vois dans mes salles en fait. On le voit. Je vais jouer à Montréal ou à Londres. On sent que c'est pas du tout la même façon de ressentir les choses. D'écouter. Ils se marrent plus, vous voulez dire? Ils se marrent plus. C'est-à-dire que ça se sent même dans le rire. Ils sont en meilleure santé que nous. Le Canada, alors oui, voilà, je ne sais pas si ça va nourrir vos prochains sketchs, mais cette crise qu'on traverse, elle pose quand même deux questions, me semble-t-il, assez essentielles. La solidité des États et leur survie, comme je le disais tout à l'heure, et la survie de notre monnaie, c'est pas rien. Et le lien essentiel de l'économie pour créer de l'investissement, de la création d'emplois, du dynamisme, un bonheur de vie, parce que le seul projet politique qui compte, économique, social, dans tous nos métiers respectifs, c'est quand même le bonheur. C'est ça le vrai projet humain. Et le bonheur passe pas par la consommation. consommation. Non, il passe par la confiance. Et c'est une crise de défiance totale du système économique, du système social, d'une certaine manière de la dérégulation totale. Et la difficulté pour les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, moi je suis un homme de droite, j'étais dans le gouvernement Fillon et j'ai été fier de travailler aux côtés de Sarkozy, mais la question se pose dans les mêmes termes aujourd'hui avec quelques petits codicilles différents sur notamment l'installation du dispositif de la Banque Centrale Européenne, c'est comment arriver à mettre de la régulation et créer la richesse et que chacun ait la liberté de définir son propre bonheur. On risque d'avoir, c'est vrai, et malheureusement, encore des temps de ralentissement économique suffisamment pesants pour que ça crée une chape de plomb et que la confiance, malheureusement, soit encore altérée. Quand on vous écoute, François Baroud, on a l'impression qu'avant, il y avait le bonheur,
Et puis il y a eu la crise des subprimes, puis la crise de l'endettement public, on va dire pour faire simple, et que là le bonheur s'est arrêté et que le bonheur va reprendre une fois qu'on aura réussi à résoudre la crise. C'est comme ça que vous le voyez ? Comme M. Camus disait tout à l'heure, il y a 3 crises par siècle économiques, c'est pas très grave. Ce qui est plus important, c'est le changement de poste. Oui, il a dit que c'était grave. Non, il a dit que c'était grave. Oui, mais il a dit qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave, et de telle sorte qu'en creux, on comprend qu'au fond, l'économie, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est l'évolution et la manière dont les peuples se marient et se mélangent. Comme on partage pas tout à fait les mêmes sensibilités et ni les mêmes conclusions, je veux quand même rappeler que sur le XXe siècle, il y aura eu effectivement la crise de 29 et celle qui a démarré il y a exactement 5 ans. Il y en a eu d'autres, mais elles ont moindre mais importance. Après, c'est des crises de l'offre, ce sont des crises de la demande, ce sont des problématiques de relance de l'économie par l'investissement, par la consommation, avec des périodes de crête, des périodes de creux. Là, on est dans un schéma aujourd'hui en réalité inconnu, et nous avons été, c'est ce que j'évoque dans ce journal de crise, l'été dernier, tous les ministres des Finances en face d'un inconnu. On se téléphonait pour échanger, essayer de comprendre. Pas un expert, pas un spécialiste, pas un banquier, pas l'ultra-financier, pas le meilleur de tous les meilleurs au monde n'était capable de dire avec certitude ce qui allait se passer le lendemain. Comprenez que ça puisse inquiéter quand même. Oui, certes. Yves Citon. Non, ce qui me frappe lorsque je vous écoute, c'est vous parlez de crise de nouveau en termes de ralentissement. Et on parle de la crise, même si on dit qu'il y en a eu plusieurs au XXe siècle, en termes de, implicitement, la crise économique. Il me semble qu'il y a quelque chose qui, moi, m'inquiète beaucoup plus encore que la crise économique, même si le chômage, c'est pas rigolo, même s'il y a plein de problèmes, peut-être qu'on reviendra sur le chômage. Est-ce que le chômage, c'est pas une sorte de diable qu'on se peint sur la muraille ? Il y a des gens qui souffrent, ça c'est très clair, mais le fait qu'on les nomme chômeurs et qu'on les identifie à travers ce terme de chômage, qu'il y a plein de sous-entendus, plein de choses très biaisées, peut-être que ça fait partie de ce qui augmente la souffrance et ce qui empire le problème plutôt que de le soigner. Mais simplement, est-ce que la crise, on en parle au singulier, comme on a tous tendance à le faire, sous-entendu économique, ou est-ce qu'on se dit qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus grave, qui est, la crise n'est pas forcément le bon mot, mais je dirais l'insoutenable écologique. À savoir que si on passe du vocabulaire de la crise, qui sous-entend que c'était bien, que c'est pas bien et qu'on va sortir du tunnel, à celui d'insoutenable, on s'aperçoit que c'est l'accélération même. Ce à quoi vous voulez porter remède, le ralentissement par l'accélération, c'est ça qui est non pas la crise, mais qui est insoutenable. Et donc plus vite on va aller vers la restauration d'une économie pleinement croissante, plus vite on va se heurter à ce mur écologique, climatique, nucléaire, de pollution des eaux, de pollution de l'air. Et que ça, moi, j'ai pas forcément envie d'y aller plus vite que mais on pourrait dire que là aussi, il y a une dramatisation qui est devenue... C'est un déplacement, c'est même pas une dramatisation, c'est une obnubilation autour de l'économie, en disant que la crise, c'est la crise économique, qui fait passer sous le tapis toutes les autres choses qui sont beaucoup plus importantes, mais beaucoup plus importantes. Et qui peuvent être dramatisées, elles aussi. Qui pourraient être dramatisées, qui sont peut-être plus difficiles à dramatiser, mais qui demandent à être dramatisées. C'est pour ça qu'on a besoin d'écrivains, c'est pour ça qu'on a besoin de cinéastes, qu'on a besoin d'artistes. Pas seulement la crise écologique, mais la crise sociale. Les inégalités, l'accroissement des inégalités à l'intérieur de nos pays, l'accroissement des inégalités à l'échelle de la planète, l'accroissement des pressions ou des tensions à l'intérieur de nos cerveaux, le fait que la moitié d'entre nous sommes dépressifs, les autres sommes en burn-out, c'est ça l'insoutenable. C'est et dans la tête, et dans l'environnement, et dans la société. Et si on parle d'insoutenable plutôt que de crise, il me semble qu'on comprend un tout petit peu moins mal les choses. On ne comprend pas tout, mais on comprend un petit peu moins mal. C'est très possible. C'est très possible que la dramatisation vienne en fait comme une compensation de l'excès de chiffres, un excès de lecture uniquement quantitative en fait. Et comme ça, c'est ce qui nous entoure au quotidien. On est constamment dans la bottom line, dans le fait pour nous, quand il y avait eu le rapport Stern, c'était des milliards de milliards le coût du réchauffement, mais on comprenait rien. On comprenait pas que les abeilles pouvaient disparaître et que ça c'est la fin du monde en 50 ans. Sans le dire dramatique, je le dis. J'essaye de le dire le plus neutre, quoi. Mais on ne comprenait pas non plus que le fait de mettre à prix les écosystèmes, c'était déjà des spéculations qui sont en cours sur les écosystèmes. Tout ça, on le comprend qu'en le disant avec des mots et des longues phrases. Donc je pense que la dramaturgie vient un petit peu comme la dramaturgie, c'est à l'encontre des émoticônes, à l'encontre des PowerPoint et tout ça, quoi. Expliquez-vous sur les émoticônes et le PowerPoint. C'est cette réduction du langage qui est absolument insupportable. Comment est-ce qu'on peut penser que le pôle Nord est en train de fondre ? Si par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple débile, mais c'est ce qu'on envoie par mail. Et quand on ne sait pas quoi dire, on met ce petit bonhomme qui sourit ou qui est triste. Alors moi, je vais envoyer à Colombe un mail en disant « Le pôle Nord fond ».
Ah, vous, avec un point d'exclamation. Ouais, voilà. On ne sait pas mettre un mot, donc on met un point d'exclamation. Et comme je ne sais pas quoi en penser, que je ne sais pas me le représenter, je pense que l'excès de dramaturgie, c'est qu'on est en train d'essayer d'élaborer. Vous voulez dire que ces mystères nous dépassent, nous feignons d'en être les organisateurs? Ben, peut-être un peu, mais on en a marre de feindre, alors on essaye de percer. Déjà, si on trouvait les mots justes, pour expliquer, pour décrire, en exergue de mon livre, j'ai mis cette phrase de David Grossman qui dit que quand on met les mots propres sur ce qu'il y a de pire, lui il pensait à la guerre, à la Shoah, mais ce qu'il y a de pire possible, lui c'était la mort de son fils, on n'en est plus victime. Si déjà on trouvait les mots propres pour décrire ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tellement important que les hommes politiques disent des mots propres, exacts et justes, qu'il n'y ait pas de répétition, de faux semblants, C'est compliqué de demander ça à un homme politique. Oui, ou à des économistes, ou à nous tous. Non, je l'assure, on essaye. Non, mais c'est vrai quand même, parce qu'on veut toujours. Enfin, l'homme politique veut quand même rassurer en général et dire. Non, pas du tout, depuis quelques années, justement. Non, c'était la particularité de cette crise, c'est que, par exemple, Black Swan, je le dis il y a un an, c'est l'explosion finale. Je le dis aujourd'hui, je ne l'ai pas mis dans le skelet d'ailleurs de mon premier livre. J'ai commencé à rédiger juste après la sortie de Bercy. Je ne l'ai pas mis parce que Draghi n'était pas encore intervenu. J'incarne plus le gouvernement, plus l'État, ma parole est libre, je suis un homme libre, je ne dépends de personne. Je suis engagé dans ma formation politique, mais je ne dépends de personne. Donc je ne fais pas prendre de risques. Mais malgré tout, la BCE n'étant pas intervenue, j'ai retenu ma plume en disant je ne vais pas raconter ça. Mais puisque la BCE est intervenue et qu'on a du répit, je veux le dire, non pas pour dramatiser encore plus ce qu'on a vécu, mais pour que chacun prenne mieux conscience, en effet, en quelque sorte, du précipice, comme je le dis, vertigineux, au pied duquel nous nous sommes trouvés. Mais il y a des mots qu'un politique ne peut pas utiliser. Par exemple, monsieur, j'ai entendu ce que vous avez dit, la première partie de votre intervention sur le chômage. Vous êtes un intellectuel, littéraire, et vous avez collé un concept littéraire sur une réalité sociale et humaine dramatique. En disant le chômage, bon d'accord, c'est grave, bon, mais il y a beaucoup plus grave, le mouvement écologique, etc. Un homme politique comme moi, qui le dit, il sort par la petite porte, goudron et plume. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser un dictionnaire. Vous pouvez. Non, mais ça peut faire plaisir à certaines personnes. Un homme politique ne peut pas parler justement, ne peut pas parler de façon exacte, sinon. En tout cas, moi, comme responsable politique, et considérons que finalement, quand même, le quotidien des gens, ce qui se passe au coin de la rue, surtout pour les chômeurs, est la priorité des priorités, je ne porterai jamais en bandoulière l'idée selon laquelle on plaque un concept littéraire sur une réalité sociale et humaine. Mais bon, c'était pas la question que je vous posais, c'était pas sur le chômage, évidemment. Non, mais on connaît tous des chômeurs, que... on connaît tous des chômeurs autour de nous et on sait que certains le vivent très très mal. Mais la question, c'est quand on nous parle d'implosion du système économique, quand on nous parle comme ça que l'Europe en péril, l'Europe au bord du gouffre. Bon, ben, pendant la guerre froide, il y a eu au moins 3 fois où on sait, historiquement, qu'on a frôlé la Troisième Guerre mondiale. Oui. Aucun des dirigeants qui ont été témoins de ces moments-là, des moments très graves, où on a pensé que ça pouvait être la guerre mondiale dans quelques heures, aucun n'en a jamais parlé à ses concitoyens le lendemain, le surlendemain, 3 ans plus tard, ni même 5 ans plus tard. Ce sont les historiens qui l'ont montré, jamais ceux qui l'ont vécu. C'est tout à fait la tendance différente aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les hommes politiques dramatisent. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais je peux vous la caractériser d'un mot, ou d'une idée, en essayant d'être simple, sans être trop technique. La France est un pays qui emprunte 180 milliards chaque année. Elle est obligée d'emprunter à plus de 60% à l'extérieur, auprès de ce qu'on appelle les marchés, qui sont en réalité des investisseurs, qui sont tout simplement les banquiers modernes. Ce sont des gens qui nous font confiance, donc qui nous prêtent de l'argent. Comme vous, avec votre banquier, vous avez besoin d'argent, vous n'allez pas l'insulter. En général même, je lui dis que tout va bien, c'est le meilleur moyen qu'il me prête. Voilà, vous mentez. Au lieu de lui dire que je suis au bord du gouffre. Voilà, vous mentez. Alors peut-être qu'on a menti trop longtemps, mais maintenant on est obligé d'avoir l'intimité d'un poisson rouge dans un bocal avec son banquier, et quand on est l'État, avec son investisseur, avec son fonds de pension. Et donc pour conserver ce lien, on a besoin d'être sérieux et donc de réduire les déficits. Si on ne le fait pas, eh ben, ces gens-là ne nous prêtent plus l'argent. C'est ce qui s'est passé exactement il y a 1 an. Et si on n'a plus d'argent, ben, on ne paye plus la santé, on ne paye plus les hôpitaux, on ne paye plus les écoles, on ne paye plus les fonctionnaires, on ne paye plus les retraites, on ne paye plus les salaires. Si ça, c'est pas une réalité d'une forme de drame, il faut qu'on nous prête. Il faut qu'on nous prête pour continuer d'avancer. Dernier mot sur ce sujet, Rachid Jaideni. Moi, j'avais l'impression, pendant cette conversation, d'être un peu la ménagère de moins de 50 ans, quoi. Et la seule... ouais, tu vois, genre... Et en même temps, c'est drôle parce que la seule crise que j'ai connue, moi, c'est la crise d'adolescence, mais c'est autre chose. Vous voulez dire dans la vraie réalité. Voilà. Puis, en écoutant les uns les autres, j'ai beaucoup d'affection et tout, et j'écoute parce que je pense que je reçois beaucoup de choses positives, et je me dis, le ticket de métro, il est à 1,70 €. Dès l'instant où je peux le sortir de ma poche, 7,70 €, je m'en sors pas mal, quoi. Yves Citon, un dernier mot?
Juste sur la question du chômage, ça me semble très important parce que une des grandes hantises de cette crise économique, c'est effectivement le chômage, de perdre son emploi. Et il me semble que de réaliser que la catégorie du chômage mélange deux choses qui sont très différentes et qu'il faut distinguer, l'emploi salarié, qui est important, et le travail. Il y a plein de gens qui travaillent sans avoir de l'emploi. Il y a eu des ménagères pendant des siècles, des décennies, qui ont travaillé sans avoir d'emploi salarié. De ne pas reconnaître que la catégorie du chômage criminalise les gens parce qu'ils ont perdu leur emploi, sans reconnaître qu'ils peuvent tout à fait travailler sans avoir un emploi. Et donc il faut repenser les catégories de base de l'économie, de qu'est-ce que c'est que le travail, de qu'est-ce que c'est que le chômage, au lieu d'une assurance chômage qui quand même met le blâme sur ceux qui ne trouvent pas de travail, de donner un revenu universel garanti qui récompense le fait que nous travaillons tous, même si nous n'avons pas d'emploi. Nous tissons la vie sociale par notre parole, par nos coups de téléphone, par ce que nous faisons, en vivant dans une société, comme les abeilles qui pollinisent en se promenant dans les champs, nous pollinisons la vie. Et donc de donner un revenu universel garanti plutôt qu'une misère de chômage qui angoisse les gens et qui rend effectivement leur situation dramatique. Je ne dis pas ça du tout. On est en train, au niveau mondial, de réfléchir à l'intégration de nouveaux paramètres de cette nature, c'est-à-dire la valeur d'agrément, l'ambiance, l'architecture, l'urbanisme, pour qualifier justement ce qu'évoquait Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui est très controversé par ailleurs, mais qui crée des critères économiques liés à la qualité de vie au quotidien, qui est un peu différente uniquement de paramètres purement statistiques. Je dois dire, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous sembliez impliquer quand vous disiez au XXe siècle qu'il y a eu des crises considérables et les hommes politiques n'en faisaient pas état. Et alors aujourd'hui, par opposition, au contraire, ils dramatiseraient une situation. Moi, je crois au contraire. Économique. Oui, mais enfin la situation, je me répète, mais je crois vraiment que la dramatisation de la situation économique est une euphémisation considérable de ce qui se passe. Parce que le phénomène le plus important, je reviens à ce que j'appelle le grand remplacement, le changement de peuple, n'est jamais mentionné. Une chose énorme survient, une chose considérable, qui d'ailleurs stupéfie le reste du monde, le monde entier, et absolument n'en revient pas de ce qu'il voit. Et nous n'en parlons pas. Donc une chose énorme survient dont il n'est absolument pas question. On en pense du bien ou on n'en pense pas du bien. Peu importe, il y a des gens qui peuvent être très satisfaits du changement de peuple et du grand remplacement. Mais enfin, cette question énorme, qu'il n'en soit pas question, je crois qu'il y a une euphémisation gigantesque. Notre ami, à l'instant, donnait l'exemple, je n'ai pas très bien, sur le moment, vu le rapport entre votre intervention et ce que j'avais dit juste avant, quant au fait qu'à Brive, il y avait des milliers de gens qui demandaient à des écrivains des signatures. Mais enfin, ça me semble très... La signature, d'acheter des livres pour lire la littérature française. Une grande curiosité pour la littérature française. Encore quelques lecteurs, mais enfin, ça me semble très représentatif de ce que j'appelle... Non, il y a de moins en moins de lecteurs et qui lisent de moins en moins de livres, à des livres de moins en moins littéraires. Alors, le livre n'est pas la chose littéraire par excellence. On dit qu'on lit plus de livres, mais il faut voir aussi quels livres. Ça me semble un exemple très représentatif de ce que j'appelle le mukiélisme, du nom illustre de ce sociologue Mukieli qui a passé 30 ans de sa vie à déclarer que toutes sortes de choses dramatiques les unes après les autres n'arrivaient pas, qu'il ne fallait surtout pas en croire ses yeux. Moi, je crois que le drame de notre peuple aujourd'hui, c'est que son expérience et son regard et sa souffrance surtout lui est ravi par une sorte de discours à la fois médiatique et sociologique qui fait qu'on lui dit non, tout ça est dans votre tête, ça n'arrive pas, n'en croyez pas vos yeux, c'est une illusion d'optique. Et le fait que de plus en plus de gens liraient est un exemple caractéristique du fait qu'il y a une sorte de progrès de l'hébétude considérable lié à l'éducation de l'oubli, lié à l'économie parallèle et au développement de la drogue, lié à l'imbécilisation médiatique. L'industrie de l'hébétude fait qu'il y a... ne croyez pas que les gens lisent de plus en plus et sont de plus en plus littéraires. La littérature est en train de disparaître de notre société. Passons